Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a participé au 34e sommet de la Ligue arabe. Israël a tué 200 Palestiniens et déplacé 300 000 autres en 48 heures. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par le sommet des dirigeants des pays arabes qui a débuté le 17 de ce mois, c'est-à-dire hier à Bagdad, réunissant les 22 États membres de la Ligue arabe ainsi qu'un certain nombre d'organisations régionales, internationales afin d'aborder les défis majeurs auxquels le monde arabe est confronté, en particulier la crise actuelle en Palestine. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, qui représente le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à ce 34e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Le ministre était accompagné de notre ambassadeur auprès des États arabes, mais aussi du Caire, la présence de plusieurs états-majors du monde arabe et international atteste de l'importance de ce sommet. Eh bien, justement, lors de ce sommet, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a prononcé un discours au nom du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a rappelé que le sommet ne se limite pas à dresser un constat, mais vise à tracer une carte d'espoir et à rediriger les efforts collectifs vers un développement global, équitable et durable. ألقي على مسامعكم كلمة فخامة الرئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلي الذي كان حريصاً على حضور القمة لولا وجود ظروف حالت دون مشاركة فخامته وهي كالتالي. Lors du sommet arabe sur le développement économique et social, la voix de Djibouti s'est élevée à travers l'intervention de son ministre des Affaires étrangères, qui a transmis un message solennel du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Ces derniers, empêchés de participer personnellement aux travaux, a salué chaleureusement l'accueil de la République d'Irak, louant les efforts déployés pour garantir la réussite de ce sommet. En prenant la parole au nom du chef de l'État, il a rappelé que Bagdad, cité historique des savoirs et des civilisations, avait une fois encore réuni le nations arabes autour du dialogue et de la solidarité à un moment critique. Il a affirmé que le monde arabe s'est trouvé à la croisée de schémas confronté à de crises multiformes et de tragédies palestiniennes aux souffrances du Yémen en passant par la Libye et le Soudan. Face à cette conjoncture, il a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité historique collective. Il a décrit la situation dramatique à Gaza, dénonçant une agression qui, selon lui, représentait une honte pour l'humanité et une preuve majeure pour le principe de justice. Il a évoqué les enfants tués dans leur sommeil, les hôpitaux bombardés et l'inaction internationale qu'il a qualifiée de silence suspect. Il a affirmé que Djibouti était resté fidèle aux causes justes, particulièrement celle de la Palestine, et qu'il s'était toujours rangé du côté du droit et des opprimés. Il a rappelé que son pays avait tendu l'oreille à ceux qui crient à l'aide en écoutant d'abord. Avec le Caire, il a rejeté l'idée qu'un peuple désarmé puisse être massacré dans une indifférence généralisée et un abandon des valeurs universelles. Il a ensuite souligné que le sommet de Bagdad ne devrait pas être une simple rencontre protocolaire, mais un moment de basculer et de réengagement profond. Il a appelé à un nouveau départ dans l'action arabe commune à travers des décisions concrètes capables de traduire l'unité et la solidarité en actes. Il a estimé que l'heure était venue d'écrire une nouvelle page, de démontrer que le peuple arabe avait eu raison d'espérer un sursaut. Il a souhaité que ce sommet devienne une tribune de sincérité, un refuge pour la dignité et un tremplin vers un projet arabe global susceptible de redonner confiance aux citoyens et de faire renaître l'espoir. Et enfin, il a exhorté les participants à unir leur volonté sincère, affirmant que la nation arabe, malgré le blessure, pouvait encore se relever. Et dans une autre intervention, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, s'adressant donc à cette tribune, a estimé que le monde arabe ne vivait pas une simple crise passagère, mais un tournant décisif nécessitant de placer l'intérêt national au-dessus de tous les intérêts étroits. لكم سيد الرئيس واسمحوا لي أن ألقى كلمة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي في هذه القمة التنموية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Lors de son intervention prononcée au nom du président de la République, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a rappelé ce samedi à Bagdad que la nation arabe traversait une conjoncture critique, marquée par de profondes mutations à l'échelle mondiale. Il a souligné que le sommet dédié au développement économique et social ne s'est pas limité à dresser un constat, mais vise à tracer une carte d'espoir et à rediriger les efforts collectifs vers un développement global, équitable, durable. Le ministre a dressé un tableau sans complaisance des défis auxquels font face le pays arabe, aggravation des crises, raréfaction de ressources, recul des indicateurs de développement humain, montée du chômage et dégradation des infrastructures. Selon lui, ces obstacles n'ont pu être surmontés que par une vision commune, une action concertée et une solidarité concrète dépassant le slogan. Il a estimé que le monde arabe ne vivait pas une simple crise passagère, mais bien un tournant décisif, nécessitant de placer l'intérêt national supérieur au-dessus des intérêts étroits. Il a appelé à activer une volonté politique sincère et à bâtir des partenariats économiques intégrés capables d'assurer la sécurité alimentaire, la stabilité sociale, les avancées technologiques et de redonner confiance à une jeunesse désorientée. Le ministre a mis en avant les potentialités de Djibouti qu'il a présenté comme un pays au positionnement géostratégique exceptionnel situé à la croisée de l'Afrique et du Moyen-Orient, sur le rive du détroit de Bab el-Mandab. Il a affirmé que ses rôles allaient bien au-delà d'un simple point de passage, Djibouti ayant vocation à devenir un hub logistique et commercial de premier ordre, apte à renforcer l'intégration arabo-africaine et à accueillir des projets d'investissement arabes conjoints dans des secteurs vitaux tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et les transports. Il a vanté la stabilité politique du pays, son environnement d'affaires attractif et son orientation résolument tournée vers les réformes, considérant que ces éléments constituent une opportunité réelle pour construire des modèles de développement réussis sous l'égide d'une coopération arabe renforcée. Enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne a martelé que le développement n'était plus un choix, mais un impératif national et pan-arabe. Il a rappelé qu'aucune sécurité ni stabilité ne pouvait être garantie sans justice sociale et sans un système éducatif performant, sans couverture sanitaire universelle et sans perspective d'emploi digne. Il a donc exhorté les participants à lancer des projets stratégiques transnationaux centrés sur l'humain, à relancer les accords en suspens et à lutter contre la pauvreté et l'exclusion avec détermination. Il a conclu en appelant les dirigeants arabes à prouver que leur sommet ne relève pas du simple rituel protocolaire, mais qu'il constitue de véritables étapes de transformation inscrites dans la mémoire des peuples. Et en marge de sa participation au sommet arabe, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement donc a tenu une série de rencontres bilatérales de haut niveau axées sur le renforcement des relations entre les pays frères arabes et l'échange de points de vue sur des questions d'intérêt commun au niveau régional et international. À cet égard, le ministre s'est entretenu avec son homologue somalien, Abdeslam Abdi. Les discussions ont porté sur les derniers développements en Somalie et ont porté également sur les moyens de soutenir les efforts de stabilité et de développement. Le ministre a également rencontré son homologue algérien, Ahmed Attaf. Les échanges ont permis de passer en revue l'état des relations fraternelles entre les deux pays et à renforcer également la volonté commune de renforcer et de hisser les relations entre les deux pays au plus haut niveau. Retour à Djibouti où le ministre du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'équipe des Nations Unies à Djibouti a lancé aujourd'hui, 18 mai, au Sheraton, un atelier national de haut niveau dédié à la validation du profil de vulnérabilité de Djibouti et du rapport de l'impact de la ZLECAf sur la transformation industrielle du pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Mohamed Ouarsama Diriye, ministre du Commerce et du Tourisme, en présence du représentant résident des Nations Unies à Djibouti, ainsi que des points focaux et de plus de 15 ministères sectoriels. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts coordonnés des Nations Unies et du gouvernement djiboutien pour préparer le reclassement de Djibouti hors de la catégorie des pays les moins avancés. Les moins avancés, ce processus a débuté il y a 3 ans avec une mission d'insertion
Depuis, la CNUSED a élaboré puis mis à jour à plusieurs reprises les profils de vulnérabilité. Le moment est maintenant venu pour vous, les parties prenantes du développement national, de valider ce travail. La tenue de cet atelier, qui s'ouvre aujourd'hui, se tient dans un environnement international difficile pour l'économie et la société de Djibouti. Au niveau global, nous assistons à l'aggravation des incertitudes de l'économie mondiale, provoquées par des guerres commerciales, des fortes fluctuations des marchés internationaux, de flux financiers, des produits de base et de change, ainsi que la montée des incertitudes géopolitiques. Le ministre du Commerce s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Les processus de sortie de la catégorie de paiement constituent une étape nouvelle et structurante pour Djibouti. Ils témoignent de notre progrès en matière de développement humain, de croissance économique et de transformation structurelle. Toutefois, cet exercice nouveau pour la majorité d'entre nous devrait nous permettre de mieux identifier et cerner nos lacunes pour une transition vers un développement plus autonome, plus résilient et plus inclusif. Mesdames et messieurs, compte tenu des multiples défis auxquels notre pays reste confronté, il est essentiel d'adopter une approche pragmatique et lucide quant à notre trajectoire de sortie. En effet, les séquelles économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, combinées à un contexte géopolitique régional instable et aux vulnérabilités structurelles persistantes de notre économie, rendent difficile à ce stade un désengagement immédiat et complet du statut de paiement. Cela ne signifie pas un désaveu de notre ambition. Bien au contraire, Djibouti reste fermement engagé dans une dynamique de transformation économique, de renforcement des capacités productives et de résilience institutionnelle. Si les tendances économiques observées avant le choc récent venaient à se rétablir durablement, la transition vers une sortie maîtrisée et progressive pourrait devenir une réalité tangible à moyen terme. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a lancé la première édition d'un échange entre Djibouti et le Rwanda en soutien de la Journée internationale de la francophonie. Un concours de quiz a été organisé pour 200 élèves de la seconde à Djibouti, permettant à des gagnants de participer à un programme d'échange éducatif à Kigali du 27 avril au 3 mai, accompagnés de leurs professeurs. On prit part à diverses activités, y compris des compétitions, des visites culturelles. Ce programme s'inscrit dans le cadre des objectifs de la promotion de la diversité culturelle et d'encourager également le partage d'expertise, de pédagogie entre les deux pays. La coopération Sud-Sud promue par ce programme vise à établir un partenariat dynamique entre les enseignants et les élèves des deux nations, facilitant ainsi l'échange des méthodes et les divisions pédagogiques. En somme, cette initiative de l'OIF contribue à créer une communauté éducative, innovante et engagée en faveur de l'éducation de qualité. À l'école de la République, pour observer les pratiques des classes qui se passent dans ces établissements. Après-demain, nos amis rwandais vont prendre bien sûr quelques séances de cours en anglais, où ils vont encore bien sûr enseigner à nos élèves djiboutiennes. Et le mercredi, c'est prévu pour analyser l'activité professionnelle de nos élèves professeurs et des élèves professeurs de Rwanda pour voir et mutualiser les pratiques professionnelles. Également dans l'actualité, l'association Telosan, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec le soutien financier de l'Union européenne, a lancé samedi la caravane de sensibilisation du projet dit « Les jeunes comme acteurs du changement pour la promotion des droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre ».
La cérémonie s'est déroulée au Centre de développement communautaire de Hajdidé en présence de nombreuses personnalités dont la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, les chefs du service du CDC, les directeurs des CDC responsables de l'association. Ce projet vise à éradiquer les violences basées sur le genre en positionnant les jeunes comme moteur de transmission, de transformation sociale. À travers cette formation des débats communautaires, les responsabilités et les engager activement dans la promotion des droits humains et du changement de la communauté en passant par la promotion du droit, le changement des mentalités de la communauté. Parler des violences, on va essayer de parler des VBG, des mutilations génitales féminines, et on va essayer d'aborder ces sujets entre jeunes, des jeunes pour les jeunes. Un atelier de sensibilisation sur le droit et devoir des réfugiés et des demandeurs d'asile. L'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation destiné aux réfugiés demandeurs d'asile vivant à Djibouti, avec un accent particulier sur leurs droits et devoirs dans les pays hôtes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un cycle de 6 transformations déployées dans des camps de réfugiés tels que Ali Adé, Hol-Hol. Elle vise à transformer les réfugiés originaires de pays comme le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie sur le cadre juridique, social, humanitaire qui encadre leur séjour à Djibouti. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la Banque mondiale, Aroulos, le HCR, cet atelier entend renforcer la cohésion sociale et améliorer ainsi l'accès aux services de base afin de favoriser une meilleure intégration des réfugiés dans la société djiboutienne. Et à cet effet, le secrétaire adjoint de l'ONARS s'est exprimé. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet intégré de résorption des bidonvilles, dans la composante mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés, qui est mise en œuvre par l'ONARS en étroite collaboration avec Aroulos. En raison donc de l'instabilité dans la région, Djibouti accueille depuis plusieurs décennies un nombre important de réfugiés et demandeurs d'asile dans notre pays. Dans ce contexte, il est primordial de garantir non seulement la protection des droits fondamentaux des réfugiés, mais aussi leur pleine intégration dans la société d'accueil. Cela passe nécessairement par une meilleure information sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs. L'objectif donc de cette série d'ateliers est donc double. Il s'agit non seulement de renforcer les connaissances juridiques des réfugiés demandeurs d'asile et faciliter leur accès à une protection et des services adaptés. Et à Lissabé, cette fois où le siège du Conseil régional a abrité samedi une conférence littéraire destinée à animer une journée pour un écrivain djiboutien nommé Faisal Hassan. L'auteur vient de présenter son premier livre de nouvelles en langue arabe, une première dans la région. Des écrits autobiographiques qui relatent l'enfance de celui-ci et surtout des émotions à l'égard de sa mère malade qu'il avait perdue en étant écolier. L'événement a été soigneusement préparé par l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sabié et a vu la participation du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaez, du vice-président du Conseil régional, Nour Saïd Geldon, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la culture. La cérémonie de lancement de cette rencontre de présentation du premier roman en langue arabe intitulé « Souvenirs d'enfance » ou d'écolier a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran où le premier verset qui a été révélé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, qui souligne l'importance de la lecture. En premier, le président de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sabié a rappelé le parcours de l'association, ses objectifs, sa vision pour l'avenir. Il s'agit de promouvoir la lecture chez les adultes, les jeunes, moins jeunes, d'instaurer également un climat favorable à la création littéraire et surtout d'établir une passerelle culturelle avec les autres régions du pays.
En sport, cette fois avec le tournoi interministériel qui bat son plein. Le tournoi interministériel se poursuit, confirmant une fois de plus cette compétition dépasse le cadre sportif pour devenir un véritable levier de cohésion entre les différentes institutions publiques. Jeudi après-midi, plusieurs rencontres palpitantes ont tenu en haleine des passionnés avec des résultats décisifs dans plusieurs groupes. Dans le cadre des matchs programmés, le ministère de la Femme et de la Famille a validé sans effort son billet pour le tour suivant après le forfait du ministère de l'Économie et des Finances qui n'a pas pu aligner d'équipe. Une victoire administrative 3-0 qui propulse la formation féminine directement vers la prochaine étape. Le deuxième match à une journée a offert un spectacle alléchant entre le ministère de l'Énergie et celui de la Solidarité du côté du groupe B. Eh bien, c'est une rencontre qui a livré des vertiges. Le président qui a survolé son match, nous l'écoutons. Donc, après le sport, eh bien, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, eh bien, à Gaza, 200 personnes se sont faites tuer par Israël. La défense civile à Gaza a annoncé donc la mort de 33 personnes, dont plus de la moitié étaient des enfants, dans des frappes israéliennes. Le porte-parole de cette organisation de premier secours, Mohamed Bassal, a fait état d'une série de raids israéliens violents après minuit et à l'aube dimanche dans des centres pour les réfugiés, ce qui porte à plus de 200 le nombre de Palestiniens tués en 48 heures, tandis que 300 000 autres ont été déplacés de force du nord de Gaza vers Gazaville au cours des 2 derniers jours. Eh bien, donc un nouveau crime qui s'ajoute au bilan sanglant d'Israël. Plus de 200 martyrs ont été tués en seulement 48 heures. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.